Que d'actualité bouillante au Paris Saint-Germain dans ce mercato. Hier soir, on apprenait que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger et que le Paris Saint-Germain voulait le vendre 200 millions d'euros cet été. J'en ai fait une vidéo hier soir. Et aujourd'hui, on apprend que Kang In-lee va signer au Paris Saint-Germain pour 15 millions d'euros alors que l'Atlético et Manchester United étaient dessus pour 12 millions d'euros. Moi, je vous cache pas les gars, ce matin quand j'étais dans mon lit, j'ai pris mon téléphone pour regarder un petit peu ce qui se passait sur ce mercato et j'ai vu Kang In-lee épisté par le Paris Saint-Germain, c'est quasiment officiel. J'ai cru qu'on avait Kim Min-jae de Naples, j'avais un gros espoir pendant 2 secondes, je me suis dit non, jure Kim Min-jae il arrive, mais non, c'est juste Kang In-lee. Dans cette vidéo les gars, dans un premier temps, on va mieux apprendre à connaître ce joueur. Je ne suis pas un expert, donc on va mieux apprendre à connaître ce joueur tous ensemble. J'ai fait mes recherches et on va regarder des choses ensemble, puis après je vous donnerai mon avis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise recrue selon moi pour le Paris Saint-Germain. Et si tu veux rater aucune actualité du mercato du Paris Saint-Germain, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à me donner ton avis dans les commentaires. Première chose qu'on regarde les gars, c'est le classement de Liga. Il joue à Mallorca qui a fini 9ème avec 50 points, mais c'est un petit classement un petit peu faussé on va dire, parce qu'ils étaient seulement à 9 points de la relégation, parce qu'en Liga à partir de la 18ème jusqu'à la 8ème place c'était très serré, donc c'est une 9ème place mais pas une grande 9ème place, donc il jouait pas non plus dans un Mallorca très flamboyant. Ensuite donc Kang In-lee, donc c'est un joueur de 22 ans, d'1m73 qui est gaucher, comme vous le voyez à sa hitmap, c'est un joueur qui joue énormément sur le côté gauche, donc il joue pas en faux pied sur le côté droit, il joue plutôt gaucher côté gauche, même si quand on va regarder ses actions vous allez voir après, il part peut-être de temps en temps du côté droit lorsqu'il permute ou lorsque son coach a besoin de le mettre à droite, mais il est quand même plus à l'aise sur le côté gauche. Déjà, première chose bizarre, parce qu'on sait que côté gauche au Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin de joueurs pour l'instant avec Mbappé, Neymar, Nuno Mendes, donc déjà je trouve ça un petit peu bizarre. Concernant sa carrière, donc Kang In-lee il a commencé sa carrière en Corée du Sud au sein d'Incheon United, club de K-League, avant de signer très tôt à Valence à l'été 2011, mais il avait seulement 10 ans, donc il était déjà repéré par des scouts très jeunes et c'est Valence qui l'a emporté à 10 ans et qui l'a fait venir en Espagne. Là où il s'est vraiment révélé, c'est lors de la Coupe du Monde U20 en 2019 où il emmène son pays en finale. Il a vraiment impressionné lors de cette compétition et lorsqu'il est revenu à Valence, il est revenu avec énormément de confiance et là il s'est vraiment imposé dans l'effectif professionnel. Il a fait 2 saisons pleines avec Valence pour 62 matchs, 3 buts et 4 passes décisives, donc vous voyez que statistiquement c'est pas un Erling Haaland, loin de là. D'ailleurs je l'ai même pas précisé les gars, mais il peut jouer au poste d'ailier de numéro 10, c'est pas un numéro 9, c'est pas un milieu, c'est un ailier. Pour différentes raisons, Kang In-lee et Valence ne se sont pas mis d'accord sur une prolongation et donc le joueur a signé à l'été 2021 à Mallorca. Déjà à partir de là les gars, on peut se dire que si vraiment ça avait été un crack intergénérationnel à ce moment-là, peut-être que l'Atlético, le Real ou le Barça l'auraient fait signer, mais non, il a signé à Mallorca. Pour sa première saison, il fait 48 matchs avec 3 buts et 6 passes décisives, donc c'est un joueur qui se blesse très peu, il fait vraiment des saisons pleines. Par contre, toujours statistiquement, c'est pas impressionnant. 3 buts et 6 passes D seulement en 48 matchs, pour un joueur offensif, ça reste assez pauvre. Maintenant, son profil technique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un joueur gaucher qui joue sur le côté, qui est très bon dans les petits espaces, c'est pas un joueur d'accélération, c'est pas un ailier vif percutant comme on demande au Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Lui, c'est plutôt un joueur de petits espaces, un peu technicien, peut-être une sorte de Pablo Sarabia si on veut un peu vulgariser. Cette saison en Liga, donc il a fait 36 matchs pour 6 buts et 6 passes décisives, donc c'est quand même pas mal, il y a une progression on va dire dans les statistiques, il est impliqué sur 12 buts en 36 matchs en Liga, c'est quand même plutôt bien pour un jeune. Et quand on regarde ses statistiques détaillées sur FBref, donc en termes de jeu offensif tout en haut, il y a quand même pas mal de verts, c'est quand même assez intéressant, il marque des buts qui sont pas des penalties, il tire 1,47 fois par match, c'est quand même intéressant, il fait des assists, il crée des actions, il fait des tirs qui créent des actions, donc c'est plutôt pas mal. Là où moi ça m'intéresse vraiment, c'est les progressifs carries les amis. Là il est meilleur que 96% des autres ailiers du top 5 européen avec 3,41 progressifs carries par match. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il adore porter la balle et casser des lignes par le dribble, donc ça j'adore. Par contre là où il y a une stat qui me fait énormément peur les amis, c'est les passes completion, c'est-à-dire les passes réussies. Il est dans le top 6% des pires joueurs lorsqu'on compare face au milieu de terrain. Par contre lorsqu'on compare face à des attaquants, là c'est quand même plus intéressant, il est quand même dans le top 58%, mais quand même on voit qu'il rate énormément de passes. Est-ce que ça s'explique par le fait qu'il prenne énormément de risques dans son jeu? Oui, en partie. Par contre, je pense qu'il mérite d'être un petit peu plus juste dans ses passes parce que voilà, c'est quand même dommageable pour ton équipe si tu rates autant de passes et ça peut créer vraiment des contre-attaques dangereuses dans ton dos, donc il faudra vraiment qu'il progresse là-dessus. Ensuite, forcément, défensivement, on voit qu'il est très mauvais dans les duels aériens. Voilà, il en gagne 0,73 par match, ça ne m'étonne pas du tout. Je vous rappelle qu'il mesure seulement 1m73 et qu'il est très fin, donc ça m'étonne pas qu'il gagne pas de duel aérien. Actuellement, il joue dans la sélection nationale de la Corée du Sud, il a notamment joué la Coupe du Monde et maintenant c'est devenu un titulaire indiscutable sur les derniers matchs face à l'Uruguay notamment, il a joué 90 minutes, donc voilà, c'est vraiment un titulaire indiscutable de la Corée du Sud, donc c'est quand même un bon point on va dire pour lui, pour montrer qu'il commence à prendre responsabilité dans sa carrière. Maintenant qu'on a tous compris quel type de joueur c'était, quel était son profil technique, maintenant c'est l'heure de vous donner mon avis les amis. Alors déjà il y a plusieurs choses qui m'inquiètent sur ce joueur. Premièrement, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il joue côté gauche pour l'instant, sans le départ de Neymar, Mbappé, on n'en a pas besoin, on a trop de joueurs qui jouent côté gauche par rapport au côté droit. Côté droit, il faudrait aller chercher un Bernardo Silva par exemple. Deuxième point, c'est que c'est encore un joueur pour le banc, donc là avec Asensio par exemple et Marcus Thuram et lui, ça nous ferait vraiment
vraiment un bon banc. Par contre, lui, c'est un jeune, donc pour moi, il a vraiment besoin de temps de jeu. Pour moi, si on l'achète, ça serait intéressant de le prêter en première ligue ou en Ligue 1 pour qu'il s'adapte à un championnat plus difficile physiquement, parce que la Liga, c'est vraiment pas du tout le même style de jeu que la Ligue 1. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus technique et beaucoup moins physique. Ensuite, moi, il y a un point qui me dérange, les amis, c'est que je me dis, si vraiment c'était un très gros crack dans le championnat espagnol, pourquoi il n'y a pas un Real de Madrid, un FC Barcelone ou un Atlético Madrid qui serait ouvert à mettre 15 millions d'euros? Là, l'Atlético veut mettre que 12 millions d'euros, le Barça et le Real n'en parlent pas, Manchester United s'était un petit peu intéressé aussi. Moi, ça me paraît un peu bizarre avec tous les scouts que les clubs espagnols ont en Espagne, qu'ils ne s'intéressent pas tant que ça à lui et que ce soit le Paris Saint-Germain qui s'y intéresse. Après, c'est aussi pour ça qu'on a recruté Campos, c'est pour aller nous chercher des jeunes prospects à développer, parce qu'on sait que Campos, c'est un petit peu sa spécialité, que ce soit par exemple au LOSC où il était très bon pour aller chercher des jeunes qu'il a extrêmement bien développés par la suite. Au Paris Saint-Germain, le cadre pour faire évoluer les jeunes n'est pas le meilleur, puisque vraiment le gap entre les titulaires et les remplaçants est trop énorme, on va dire, et il y a déjà des énormes jeunes au centre de formation à développer. Je pense à Zahir Emery en joueur offensif, je pense à Ousni ou à Garbi qui sont réellement en manque de temps de jeu au PSG. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 15 millions d'euros pour aller chercher un jeune prospect alors qu'on a déjà des jeunes au centre de formation? Je suis pas sûr. Alors même s'il a l'air très bon, il a l'air d'avoir un excellent potentiel, moi je préfère faire jouer des jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain qui nous coûtent zéro et qu'on peut développer par la suite, vendre plutôt très cher. Il y a un truc qui m'énerve vraiment dans ce transfert là, ça commence vraiment à m'agacer du côté de Paris Saint-Germain et du côté de Luis Campos de faire ça, c'est que c'est encore un joueur signé dans l'agence de Jorge Mendes. Donc ça veut dire qu'après Ugarte, après Asensio ou après Paredes par exemple, c'est encore un joueur qui appartient à Jorge Mendes. Et depuis que Campos est là, pour Paredes ça compte pas, mais par exemple depuis que Campos est là, il recrute énormément de joueurs de Jorge Mendes. On sait que les deux sont très amis. J'ai l'impression que Campos, il est juste là pour financer les vacances de Jorge Mendes. Depuis que Luis Campos est là, il fait que de donner de l'argent à son frère Jorge Mendes, parce que si vous le savez pas les amis, quand un agent signe un joueur, par exemple là quand Ugarte va signer au Paris Saint-Germain, Jorge Mendes il a une très grosse commission. Si Kang In-lee signe au Paris Saint-Germain aussi, Jorge Mendes c'est encore son agent, donc Jorge Mendes il va encore prendre des millions d'euros sur ce transfert. Et ça commence vraiment à se voir les amis, c'est que Campos essaye de placer un maximum de joueurs de Jorge Mendes au Paris Saint-Germain. Il y en a qui vont dire que je suis complotiste ou quoi que ce soit les amis, mais je ne rigole pas. Toutes les recrues ou tous les joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain sont des joueurs de Jorge Mendes. Ça commence vraiment à être bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça dans les commentaires les gars. Moi en tout cas je trouve ça inadmissible. Donc voilà, forcément j'ai pas envie de tirer sur Kang In-lee parce que ça se trouve il va être très bon avec le Paris Saint-Germain, mais dans la stratégie je trouve pas ça très intéressant. Je préférerais vraiment qu'on aille chercher directement des titulaires. J'ai pas envie de me plaindre parce qu'on sait que potentiellement le Paris Saint-Germain travaille en secret sur des titulaires, mais je trouve un petit peu bête d'aller claquer 15 millions sur un joueur de 22 ans alors qu'on a déjà des jeunes de 17, 18, 19 ans qui sont très bons au sein du centre de formation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Moi en tout cas je suis pas convaincu par cette arrivée, mais j'attends de voir, ça peut toujours être une bonne surprise, mais voilà, je préfère faire jouer les jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain et que ça nous coûte zéro. Voilà les amis, c'était BR10, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez appris des choses. En tout cas moi c'était un plaisir de vous la tourner. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, ça m'encourage énormément, à vous abonner, on est en route vers les 6000 abonnés, et à me donner votre avis dans les commentaires. C'était BR10 les gars, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.